L'invité au bout du fil avec nous, M. El Hadji Momar Samb, secrétaire général du RTAS et le Rassemblement des travailleurs africains Sénégal, membre aussi de la coalition Benno Bokk Yakaar. M. Samb, bonjour. Bonjour Fatou. Merci d'être notre invité. C'est un réel plaisir de vous avoir au bout du fil ce matin. C'est moi qui... Vous êtes bien membre de la conférence des leaders de Benno Bokk Yakaar. Votre coalition, justement, cherche candidat ou, en tout cas, devra annoncer bientôt qui va porter ses couleurs pour la présidentielle. Mais y a-t-il toujours espoir d'avoir un candidat consensuel vu les manœuvres et sorties de certains candidats à la candidature, M. Samb? Bien, merci. Je pense que l'espoir est toujours permis dans ce genre d'exercice. Tout n'est pas évident et il y a bien entendu des ambitions qui se confrontent au niveau de cette question de la candidature. Nombre de leaders de la coalition souhaiteraient porter, disons, le drapeau de la coalition pour aller au jour de 2024. C'est tout à fait légitime, ça se comprend aisément. Et bien entendu, la difficulté provient justement de cela, qu'il y a plusieurs prétendants pour un seul poste. Évidemment, tout choix va devenir une élimination. Bien sûr. Et de ce point de vue, on comprend très bien que le choc de cette ambition puisse être assez difficile à gérer. Et ce qu'il faut bien entendu pour que cela puisse advenir, notre souhait, c'est qu'il y ait des consultations, il y ait des concertations pour que les gens entendent sur l'essentiel. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu, M. Samb? Nous avons des soucis avec le réseau. Oui. Oui, il y a un léger mieux, oui. Oui. Vos propos sont entrecoupés, certainement des problèmes de réseau. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, oui. D'accord. Donc, je vais me mettre ici. Alors, que préconisez-vous concrètement pour contenir ces éventuelles frustrations au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Vous avez parlé de concertation, il a été aussi annoncé une charte, mais peut-être sur laquelle tout le monde n'était pas d'accord. Est-ce que vous voyez des pistes de solutions vraiment concrètes pour contenir ces éventuelles frustrations? En vérité, ici, je ne sais pas bien cette information de désaccord sur la charte, mais il est évident que toute discussion doit se mener autour d'un certain nombre de points et de critères et d'engagement. Quand on veut porter les couleurs d'une équipe, il est évident qu'on doit s'engager devant l'équipe sur la base de ses couleurs, de ses valeurs, de ses critères, de ses objectifs. À partir de quoi cet engagement sur l'honneur doit faire foi afin que toute l'équipe puisse être soudée derrière soi. Donc c'est évident. Donc je pense que ce qui est à prévoir, c'est que d'abord, que les discussions se mènent pour que tous les prétendants puissent être consultés, qu'il y ait concertation à la fois entre eux et les leaders de la coalition sur la base des critères, sur la base donc d'une charte, d'un pacte d'engagement par rapport aux objectifs politiques que poursuit la coalition et, bien entendu, la base de l'application de l'engagement de l'application des politiques publiques qui ont été jusqu'ici déroulées depuis 2015 sur le PSE 100 ans et sur la base de tout ce qui a prévalu comme fonctionnement, comme valeur au sein de Benno. C'est l'esprit d'ouverture, l'esprit de rassemblement, l'esprit également de cohésion et de rigueur dans l'application des politiques publiques et bien entendu dans la perspective d'une correction de tout ce qui a été perçu et identifié comme faiblesse, comme échec ou recul. Donc vous voyez bien que la perspective bien dessinée autour de cela permettrait très certainement d'aboutir. Je rappelle pour l'histoire
que lorsqu'en 2011, il fallait, dans Benno Siggil Sénégal, où toutes ces forces étaient pour aller vers une candidature, il y avait deux options. L'option d'une candidature unique que nous ne défendons, que moi je défendais, et je reste dans cette cohérence par rapport à la cause pour laquelle on travaille. C'était extrêmement difficile. Oui. C'était d'une pénibilité incroyable. Au résultat, ce que ça a donné, c'est deux options. Une candidature unique ou des candidatures éclatées, individualisées par rapport à l'objectif, par rapport à la grande coalition que nous constituions à l'époque. Et je rappelle qu'à l'époque, la paire était dans cette dynamique-là de recherche et avait son option. D'autres partis également étaient dans cette dynamique, mais avaient d'autres options. Au final, nous sommes entendus sur quelque chose et nous y sommes allés. Je dois également dire que je pense qu'aujourd'hui, tous les leaders de Benno Bokk Yakaar devraient s'entendre sur quoi? D'abord, quelle est la situation politique nationale qui est en face de nous? Dans quoi vivons-nous aujourd'hui? Si nous nous entendons sur l'analyse de la situation politique, des enjeux et des défis, nous pourrons très aisément nous entendre sur un candidat. Et quel est cet enjeu? Nous sommes dans une situation où nous venons d'échapper à une insurrection avec tout ce que cela comporte comme danger, avec des morts, des destructions massives de publics et privés, et récemment des attentats au cocktail Molotov contre même des citoyens innocents qui n'ont rien à voir avec la politique, et d'autres tentatives qui ont été déjouées. Tout le monde est informé. Tous les leaders sont informés que la bourrasque d'une insurrection a soufflé sur le Sénégal. On a attaqué l'université, c'est quelque chose d'incroyable et d'effroyable, de scandaleux qu'on n'a jamais vu dans ce pays. On a brûlé et le CESTI, et l'EBAD, et l'UCAD, et d'autres pavillons, etc., etc. On a détruit des meubles dans l'université, outre les archives qui constituent une mémoire de l'université. Je pense que quand on a échappé à tout cela, tous les leaders conscients, responsables, ayant une stature d'État, comprenant ce dans quoi est le Sénégal aujourd'hui, entouré d'une ceinture de feu, Mali, Guinée, des coups d'État répétés, Mali, Guinée, aujourd'hui Niger, Burkina, etc., j'estime que nous avons le devoir de bien comprendre que la nation aujourd'hui a besoin d'unité pour faire face à la fois aux périls internes comme les périls externes. Et dans ce n'est pas... Oui. Oui. Dans une situation pareille, quel est le profil idéal selon vous? D'abord, avant le profil, il faut d'abord dire quel est le défi qu'il faut relever. Oui, allez-y. C'est ça qui est important. Bien sûr. Ça engage le destin d'une nation, le destin de millions de Sénégalais, outre le fait que cela peut entraîner également, par ailleurs, le destin d'autres pays d'Afrique. Donc, le défi devant une telle situation, le défi à relever, c'est le défi de la défense de la République, de la paix et de la sécurité pour les citoyens sénégalais. Voilà la première aspiration fondamentale des citoyens. Défendre la République, défendre la démocratie, défendre la paix et la sécurité. Face à cela, il faut que même toute la nation, au-delà même de Benno, que les forces démocratiques et républicaines dans ces pays comprennent cet enjeu et ce défi à relever pour faire bloc, être un. A fortiori, la coalition qui dirige le Sénégal et qui a réussi à dépasser, en tout cas à battre dans cette bataille-là l'insurrection et les forces d'insurrection avec toutes leurs connexions extérieures que les gens ont identifiées, doivent faire bloc pour faire face. L'ambition individuelle, l'ambition de groupe ou de clan ne peut pas prévaloir sur l'ambition collective, le destin collectif de celui d'une nation, d'une république, d'une démocratie. Voilà, à part de ce moment, on dit quel est le profil.
Et vous voyez bien que quand on analyse bien la situation, on campe bien les choses. Ce n'est pas des illusions. Le choix devient facile. Le choix devient facile. Tout à fait. Et pourquoi le choix devient facile? Parce que tout le monde se rend compte que ça soit X ou Y, le plus important, ce n'est pas sa personne, ce n'est pas son clan, ce n'est pas son parti, ce n'est pas son groupe. Et nous, à gauche, voilà l'analyse que nous faisons, voilà moi l'analyse que je fais, et à laquelle j'appelle tous les démocrates de ce pays, tous les républicains, au-delà même des forces et de gauche et de Benno Bokk Yakaar. Alors, si le choix est si facile, comme vous le dites, le chef de l'État a d'ailleurs, sur cette même lancée, affirmé que le choix est clair dans sa tête. Comment comprenez-vous qu'il tarde encore à l'annoncer? Pourquoi ce retard? Est-ce que cela ne pourra pas aussi porter préjudice à la coalition présidentielle? Je ne dis pas que le choix est facile. Je dis que les bases à part desquelles on doit procéder à ce choix doit être d'abord accepté, compris, discuté. C'est ça l'intérêt justement de ces concertations, de ces consultations. Et tant que ces concertations, ces discussions ne sont pas achevées, pour se convaincre ensemble de la nécessité aujourd'hui de relever le défi de survie de notre pays, de notre nation, de notre République, je pense qu'il faut donner ce temps jusqu'à la limite incompressible des dates qui enclenchent le processus électoral, par exemple le parrainage et la caution. Nécessairement, à date fin août, tout choix doit être fait. C'est terminé. Donc, quel que soit ce qui se passe dans la tête de celui-ci ou de cela, du leader ou d'autre, la question fondamentale, c'est que les leaders de Benno Bokk Yakaar puissent comprendre l'enjeu qui est devant nous et relever le défi que pose cet enjeu-là. C'est important. Et c'est important entre des corps de discuter et de s'entendre sur cet essentiel-là. Très bien, nous changeons de registre pour parler du recours à la grève de la faim par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, et certains détenus qui s'estiment détenus politiques. Que vous inspire cette forme de lutte qui est d'ailleurs très, très vieille? Le Mahatma Gandhi a justement usé de la grève de la faim pour mener sa lutte pacifique. Mais pour ce cas précis du leader de l'ex-PASTEF et de certains détenus, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, c'est triste d'en arriver à cela. Ce que j'en pense, c'est que c'est triste parce que quand la vie de quelqu'un est en jeu pour, dit-il, ses convictions, il y a là quelque chose d'assez dramatique. Mais rappelons, à quoi on peut aboutir? C'est comme si on disait « libérez-moi ou je me suicide ». C'est extraordinaire de poser comme cela un problème, comme si on fait un chantage à la République, à l'État. Je crois que l'option de Sonko et de ses compagnons est une option suicidaire. Et nous l'avons dit depuis le départ. Parce que nous avons dans ce parti quand même des camarades, des amis, des relations fortes humaines. Et ça nous désole, ça nous attriste. Nous sommes affligés devant une telle situation où on va à l'aventure. Déclencher Comment on peut, dans ce pays, avec tout ce que la démocratie nous a servi nous a administré, je dirais même, comme leçon de fonctionnement correct, avec des alternances, avec aujourd'hui même, le fait que cette opposition-là, diverse, soit représentée presque à égal délégués ou députés au niveau de l'Assemblée, qu'on puisse se permettre de piétiner, de violer tout ce qui est règle républicaine, voie démocratique, pour s'engager dans une voie insurrectionnelle de violence inouïe, avec ces dizaines, 14 morts en mars 2021, plus de 30 morts en juin 2023. C'est effroyable. Et toute la responsabilité, je dis bien toute la responsabilité, provient de ce parti qui appelle les gens au mortal combat. Et il dit, venez me défendre au prix de votre vie. Et il menace le chef de l'État qui ne s'est pas autoproclamé président de la République, mais qui a été élu par la volonté des populations de ce pays-là. Mais c'est effroyable comme attitude. C'est de l'aventure. Comment
au sortir de ça, parce que comme il l'a dit, soit il tue Macky Sall, soit Macky Sall le tue, c'est ça qu'il prenait. Il lui promettait une atroce. Et Macky Sall, c'est pas Macky Sall institut personnel, c'est le président, c'est une institution. Une institution de par la volonté même des populations pour lesquelles on dit lutter. C'est un paradoxe incroyable, inadmissible. Et je pense que de ce point de vue-là, sa responsabilité engagée, et moi je me dis, quelle est cette attitude-là? Elle n'est pas révolutionnaire. La grève de la faim n'est pas du tout révolutionnaire, elle est même réactionnaire, parce qu'elle empêche à la force qui, dit-il, a un projet d'avenir, d'être dans un optimisme de combat et de lutte jusqu'au bout, pied à pied. Deuxièmement, par rapport à la religion, vous savez bien ce que la religion en dit. Beaucoup de prêcheurs et de marabouts et, comment dirais-je, de leaders religieux se sont déjà prononcés sur la question. Je dis donc, de ce point de vue, cette option est une option suicidaire. Elle n'a aucun intérêt pour le pays. Elle n'a aucun intérêt pour les jeunes. Elle n'a aucun intérêt pour notre avenir. L'avenir est un avenir radieux, un avenir d'optimisme, de lutte, pied à pied, si on a la conviction de ces choix et de ces options. Voilà ce qu'il faut comprendre. Oui. Nous parlons maintenant de la gauche plurielle qui a tenu dernièrement des assises. Qu'est-ce que le Sénégal, en résumé, peut désormais attendre de cette gauche dans ce contexte de crise de toutes sortes, M. Samb? La gauche, c'est un besoin. La gauche, c'est un besoin dans ce pays en termes de lutte pour la justice, de lutte pour l'égalité, de lutte pour l'équité territoriale, de lutte pour l'émancipation des travailleurs, de lutte pour l'émancipation des femmes, de lutte pour la construction de l'avenir des jeunes qui doivent porter cette perspective-là et cette option. C'est ça la gauche fondamentalement. Donc, la gauche, c'est l'avenir. Nous sommes dans une situation où la gauche, historiquement, a mené des combats pour que la République soit ce qu'elle est aujourd'hui, pour que les droits et libertés démocratiques soient ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est du point de vue d'un engagement de la gauche fondamentalement en tant que force d'avant-garde et bien entendu des forces démocratiques, des forces républicaines et citoyennes. Mais il faut comprendre l'histoire de notre pays pour accorder à la gauche cette crédibilité, cette, comment dirais-je, cette fonction et cette stature ou ce statut. Nous avons donc, excusez-moi, sur l'initiative de la CDS, mené depuis septembre, une, comment dirais-je, 2022, une action de recherche, d'unification de toutes les forces qui se réclament de la gauche, c'est-à-dire en acceptant toutes les nuances et en essayant de construire dans ces nuances-là le socle qui nous unit. Justice sociale, équité territoriale, lutte pour la conquête de la souveraineté de notre pays, lutte pour une politique écologique forte, lutte pour un panafricanisme militant pour l'intégration africaine. Et c'est ça qui est le socle. À partir de ce socle, on peut bâtir tous les avenirs possibles pour les populations, à la fois du Sénégal et de l'Afrique, en commençant par la sous-région. Très bien. Voilà ce qui nous unit, voilà ce que nous avons fait. Ça ne signifie pas que nous sommes unis maintenant. Nous avons fait le pas et nous avons construit des bases de cette unité. Il faut la conforter, cette unité, dans le parachèvement des textes d'orientation, de programme et de stratégie politique et d'organisation. Jusqu'à présent même, on n'a pas encore de dénomination. Donc nous sommes en construction. On n'est pas encore né en tant que force constituée, dénommée, parce que Koudjoudou sort de le tour, mais nous sommes sur cette voie-là. Et le week-end du 5 et du 6 août nous a permis véritablement de construire tout ça. Et nous avons un bon espoir que les élections de 2024, qui ne sont une élection que pour 5 ans, ne vont pas nous détourner de cette voie. La voie d'avenir, c'est une voie qui va au-delà de l'immédiat, qui va pour l'avenir, au-delà même de 2029. Donc, nous avons bon espoir que les camarades comprennent bien cette option, comprennent bien l'enjeu qu'il y a dans cette affaire-là et pourront effectivement travailler à fortifier cette unification. On peut en déduire que vous marchez vers la réunification de la gauche, tant souhaité?
vers l'unification, véritablement. L'unification. C'est ça que nous voulons. Voilà. Très Parce que la gauche a été toujours éclatée, malheureusement, dans ce pays. Et dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs. Merci. Mais ce qui a triomphé dans les pays d'Amérique latine doit pouvoir triompher ici. C'est-à-dire que les gens arrivent, que la gauche arrive à briser, comment dire, détruire, réduire à néant les monstres de la division, et pour effectivement se construire en force respectable et capable de prendre le pouvoir pour que notre option de gauche soit radicalement, concrètement prise en charge au niveau du pouvoir. Très bien. Nous sommes rattrapés par le temps, sinon nous aurions évoqué la situation au Niger, mais partie remise, puisque nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Wolof. Monsieur Elhadji Momar Samb, secrétaire général du RTAS, merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie. Merci. À tout à l'heure. Anna, à vous.